Hey, bonjour! Si tu es développeur comme moi, je suis sûr que tu aimes ton langage de programmation et tu aimes particulièrement le défendre. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de le comparer avec ce qui se fait ailleurs? Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un article très intéressant sur Medium qui comparait quelques langages de programmation. Ce que je te propose, c'est dans cette vidéo que je commente un petit peu l'article et on va voir ce que toi t'en penses dans les commentaires. Alors, l'idée c'est pas de trouver le meilleur langage de programmation car le meilleur langage n'existe pas, il faudrait déjà avoir comparé tous les langages de programmation, mais surtout ça dépend du contexte dans lequel tu veux développer une application. Tu fais peut-être du mobile, tu fais peut-être du web, tu fais peut-être du client, tu fais peut-être du serveur. En fonction de ses besoins, le langage et la plateforme peuvent être différents. Ce que tu vas voir dans les slides suivants, c'est le texte sorti directement de l'article. Ce n'est pas mon avis personnel, mais bien celui de l'auteur. D'ailleurs, l'auteur, c'est qui? C'est Ilya Zoudalanitsky, je suis désolé pour la prononciation, qui est un développeur, je suppose, russe, et qui fait plutôt de la programmation fonctionnelle. L'article est très intéressant. Si vous avez le temps de le lire, je vous recommande de le lire. Ici, on va essayer d'aller un petit peu plus vite et j'ai résumé chaque morceau d'article dans un slide. Ce que nous dit l'auteur, c'est que la plupart du temps, les comparatifs se basent sur la notoriété du langage de programmation. C'est pas forcément le bon angle pour entamer une comparaison. On va plutôt essayer d'avoir une comparaison par rapport aux features, aux fonctionnalités dans cet article. On va commencer par parler du système de typage. Le typage, c'est quelque chose qui est très important. On a tendance à préférer le typage statique fort, mais ce n'est pas le seul typage qui fonctionne. Par contre, il amène un bon nombre d'avantages si les fonctionnalités suivantes existent dans votre plateforme. On a l'inférence de type. L'inférence de type, c'est le fait de déduire que votre compilateur déduit le type utilisé par une valeur ou une variable en fonction de son affectation. Il y a plusieurs niveaux d'inférence de type. C#, par exemple, fait de l'inférence de type assez simple, alors qu'F# va beaucoup plus loin dans l'inférence de type par rapport à l'arbre, à l'AST de votre code. Deuxième point, c'est les types algébriques qui sont définis par des types produits et des types somme. Les types produits, c'est du classique, c'est des records ou des classes en lecture seule, alors que les types somme sont plutôt des types où on a plusieurs choix. Alors c'est pas des enums, c'est un peu plus que des enums, c'est des enums avec valeur associée à chaque cas, donc des types choice. Et je vous invite à regarder des vidéos sur le fonctionnel pour voir un peu comment ça fonctionne. On a aussi les types de plus haut niveau, ou les types génériques, ou les types paramétrés, ou encore dans certains cas des templates. Tout ça, ça tourne un peu autour du même sujet. L'idée, c'est d'avoir un typage un petit peu plus fort, surtout quand on encapsule d'autres types à l'intérieur d'un type, par exemple les collections. Donc, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'avoir un typage statique, c'est bien, mais si on n'a pas toute cette fonctionnalité, c'est un peu moins bien, et effectivement, plus on a de fonctionnalités, mieux c'est. Deuxième chose à prendre en compte, c'est l'effort d'apprentissage. Il y a des langages qui vont être très faciles à apprendre, on y va tout de suite, et d'autres où ça va être un peu plus complexe et donc un peu plus coûteux. Il y a la gestion de tout ce qui est nul. Dans certains langages, vous n'aurez tout simplement pas de nul, et dans d'autres, il faudra gérer tout ce qui est nul, donc les nulles références et tout ce que ça entraîne. Et le principal inconvénient, c'est que vous ne pouvez plus vous référer au système de type si vous utilisez des nuls, parce que le typage va être cassé. Vous avez promis de renvoyer un type personne, et finalement vous vous retrouvez avec nul qui n'est pas du type personne. Pour la gestion des erreurs, c'est exactement le même problème. Encore une fois, vous avez des signatures de méthode qui promettent des choses et ces promesses ne sont pas satisfaites. On va lever une exception et cette exception devra être catchée la plupart du temps. Dans certains langages, on verra que cette notion d'erreur est plutôt faite sur un typage et il faudra gérer explicitement le cas d'erreur sur la plan.
La programmation parallèle, c'est quelque chose qui est important depuis déjà de nombreuses années, puisque la puissance des processeurs a tendance à rester constante et on va plutôt multiplier le nombre de processeurs logiques, le nombre de cœurs. Il va falloir pouvoir répartir des tâches sur différents cœurs, donc pouvoir paralléliser un petit peu les actions, les tâches, les fonctions, etc. En plus de ça, on est sur des applications qui sont souvent distribuées sur plusieurs nœuds, donc des architectures distribuées, avec des systèmes de messages, avec des queues, peu importe. Il faut pouvoir tirer parti au maximum de cette puissance qui est distribuée. L'immutabilité, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les langages fonctionnels. Ça permet de faire un petit peu moins d'erreurs. Le code devient plus facile à lire. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail des fonctions puisque vous savez automatiquement quel objet a été créé ou quel objet n'a pas été créé ni modifié. Ça permet aussi, par rapport au point précédent, de pouvoir paralléliser plus facilement les tâches puisque vous n'allez pas écrire à des emplacements mémoire qui sont les mêmes qui sont en train d'être lus par un autre thread. L'outillage et l'écosystème, c'est quelque chose qui est primordial. Vous pouvez avoir un très bon langage, une très bonne syntaxe, mais si vous n'avez aucune librairie ou aucun outil qui va vous aider à utiliser votre langage, vous allez être très ralenti et finalement rapidement frustré. Donc l'outillage et l'écosystème, c'est très important. Et évidemment, plus votre langage, votre plateforme est ancienne, plus il y aura d'outils et de librairies, mais peut-être plus de problèmes, plus de défauts de conception, alors que plus elle est jeune, il y aura moins d'outillage, ou un petit peu moins, la communauté sera peut-être un petit peu plus petite, mais il y a de grandes chances qu'il y ait moins de défauts dans la conception du langage. Ok, commençons tout de suite par le premier langage. Alors l'auteur a noté les langages, je suis pas un grand fan de la notation d'un langage en soi, mais voilà, ça a été fait comme ça dans l'article. Donc tout ce que vous voyez sur ce slide provient de l'article. Donc premier langage, c'est le C++, qui est très mal noté, une demi-étoile sur 5. C'est assez sévère, donc le C++ qui est quand même très très vieux, qui a apporté l'objet sur le C, mais qui a des lacunes sur le temps de compilation, sur l'outillage qui n'est pas forcément au top. Il n'y a pas de garbage collector, donc tout ce qui est gestion de la mémoire, c'est à vous de le faire. Vous avez la main dessus, mais ça peut vite être compliqué. Du coup, l'effort d'apprentissage est assez élevé. Tout ce qui va être référence, pointeur, etc., c'est à vous de gérer. Il n'y a pas forcément de bibliothèque standard pour gérer les problèmes de concurrence, de parallélisme. Le problème de nullable et de gestion d'erreurs, c'est du grand classique. Enfin, C++, ça reste la référence. C'est du try-catch et du nullable sur les types références. Il n'y a pas de record pour les immutables ou il n'y a pas de type algébrique par défaut. Ce que nous dit l'auteur, c'est de plutôt partir sur du Rust et du Go. Moi, mon avis, c'est que ça reste quand même une base. Si vous êtes un nouveau développeur, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour regarder le C ou le C++, un des deux, voire les deux si vous pouvez, avant de partir sur du Rust et du Go, parce que vous ne comprendrez peut-être pas l'avantage du Rust et du Go. Deuxième langage, le Java, qui est sorti un petit peu plus tard et qui lui est basé sur une machine virtuelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas compiler directement nativement une application. L'application va être exécutée par un runtime, donc une autre application, et en changeant ce runtime, vous pourrez supporter différents systèmes d'exploitation. En gros, Java tourne à peu près sur toutes les plateformes connues aujourd'hui. Le petit plus, c'est qu'il y a un garbage collector qui est arrivé avec Java, donc la gestion de la mémoire, c'est automatique, c'est plus à vous de le faire, ou pratiquement plus à vous de le faire, vous êtes énormément aidé sur ce point-là. L'écosystème est énorme, Java c'est très très vieux, maintenant on a des librairies pour faire tout. Par contre, c'est une grosse orientation objet, et donc il y a toutes les notions d'objet, polymorphisme, etc. à maîtriser. Et en plus, dans Java, elles sont relativement lourdes et ça amène des conceptions d'applications pareil qui sont très lourdes avec de nombreux fichiers, une structure assez rigoureuse, etc.
Au niveau de la rapidité, le temps de compilation, mais aussi de démarrage d'une application est assez lente. Ça, c'est un des problèmes connus de Java. Et comme c'est un vieux langage, pareil, on n'a pas de type union, de type algébrique. On a la gestion des nuls et des erreurs qui sont exactement comme en C++. Donc c'est un langage qui a apporté au moins le garbage collector, et la machine virtuelle, mais on va dire que moi, je n'ai pas d'affection particulière pour Java. Je préfère largement utiliser le langage qu'on a sous les yeux, qui est le C#. C#, c'est .NET. C'est basé sur les mêmes principes que Java, avec une machine virtuelle, mais le .NET, contrairement au Java, a su évoluer durant toutes ces années, et est maintenant open source, je tiens à le rappeler. La syntaxe a beaucoup évolué, peut-être trop évolué, des fois ça peut être compliqué, il y a plusieurs façons d'écrire le même bout de code. C'est un langage qui est fait pour l'objet en premier, mais pas seulement, il y a un petit peu de fonctionnel, notamment autour de Link. Du coup, moi, le point négatif par rapport à l'orienté objet, je trouve pas forcément justifié. Je veux dire, on peut faire des choses très bien en objet. Sur la concurrence, pareil, je suis pas d'accord, puisque sur le fait de pouvoir faire de la programmation parallèle, ça existe depuis très longtemps maintenant dans .NET. C'est pas seulement les tâches, mais c'est aussi vraiment la librairie TPL, donc Task Parallel Library, qui permet d'exécuter des morceaux de code sans trop de difficultés en parallèle, et vous gagnez en performance, mais ça je le montrerai sûrement dans une autre vidéo. La gestion des nuls, c'est toujours un peu laborieux, même si dans les dernières versions de C#, vous pouvez maintenant expliciter que votre référence peut être nulle ou non. La gestion des erreurs, c'est toujours pareil, try-catch. Et maintenant, l'immutabilité peut exister à travers des records qui sont en train d'être ajoutés au langage. Mais c'est vrai que c'est pas le cœur, le fondement du code qu'on va retrouver sur Internet. C'était pas au début de C#. Ça commence à venir, donc pareil, immutabilité, je pense qu'on peut le faire. Sur les collections, ça existe. On a toute une librairie de collections, plutôt un namespace de collection immutable. Donc ça existe. Et je ne suis pas complètement d'accord avec l'auteur. J'aurais mis plutôt un truc mitigé plutôt qu'un pouce vers le bas. Moi, mon conseil, c'est plutôt de partir sur du C# à la place du Java. En tout cas, si vous voulez faire un langage qui utilise une machine virtuelle. Le Python, alors j'ai pas trop utilisé le Python, il est surtout utilisé par des programmeurs data scientists, mais on trouve aussi d'autres choses. Tout le monde dit que c'est très facile à apprendre. Je le trouve pas forcément plus facile qu'autre chose à apprendre. C'est peut-être parce qu'il y a un peu moins de typage. On est un peu moins contraint, donc on a l'impression d'apprendre plus vite, mais on va sûrement créer plus d'erreurs sur le long terme. Sa rapidité, forcément, elle n'est pas excellente puisque c'est de l'interpréter. Et tout le reste est plutôt pas terrible puisque c'est un langage qui est assez vieux. Mais il est très utilisé par les data scientists, donc à regarder. Le Rust, donc on arrive enfin sur des nouveaux langages, 2010. Le Rust, ouais, c'est le remplaçant, il va être souvent cité avec Go comme remplaçant de C++ pour ses performances, mais aussi pour sa gestion des nuls. On n'aura pas de nuls, on n'aura que des options, donc pour le coup un type choice. Soit vous avez une valeur, soit vous n'avez pas de valeur. La gestion des erreurs sera faite sans exception. Par contre, tout ce qui est gestion de mémoire, tout ça, c'est vous qui devrez allouer votre mémoire et gérer vous-même votre mémoire. Donc il n'y a pas de garbage collector. Il n'y a pas non plus forcément de librairie dédiée à la concurrence. Mais ça reste complètement accessible. Alors, petit langage, j'étais étonné quand j'ai vu ça, le TypeScript. C'est vrai que c'est un langage, il est un peu différent des autres, puisque lui, on va le transpiler en JavaScript, donc pour moi, il est indirect. Alors, l'auteur
dit que c'est un point négatif que ça soit un superset de JavaScript, c'est-à-dire qu'un code JavaScript est valide pour du TypeScript. Moi, je suis plutôt pas d'accord sur ce point-là. Je trouve que c'est un point positif parce que ça permet simplement de pouvoir convertir des applications JavaScript au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de réécrire la totalité puisque votre code JavaScript, c'est un code valide TypeScript. Donc on peut faire évoluer le code au fur et à mesure sans tout casser. Et c'était évidemment un choix de conception. Donc moi, c'est plutôt un pouce en l'air pour le coup. L'écosystème, il est très gros puisque TypeScript, ça a très très bien fonctionné et ça continue de très bien fonctionner et quasiment toutes les nouvelles librairies JavaScript sont écrites en TypeScript. On a un assez bon type system, on peut faire des unions. Alors elles ne sont pas aussi poussées que ce qu'on voudrait ou ce qu'on va retrouver dans d'autres langages, mais ça existe et évidemment par rapport à la contrainte du superset de JavaScript, il faut faire des compromis et ici on a un bon niveau de compromis. TypeScript gère généralement toutes les features de JavaScript, même un petit peu en avance, puisque on peut transpiler sur du code JavaScript qui va faire le bouchon de la fonctionnalité JavaScript qui n'est pas native. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, l'auteur parle aussi de TypeScript et de React, que les deux matchent assez mal. Je suis assez d'accord, c'est assez lourd, ou en tout cas c'était assez lourd de devoir tout typer, de devoir tout décrire pour pouvoir faire du React. Maintenant ça se fait sur les versions un peu plus matures de React, je pense que ça se fait encore plus facilement. Donc pareil, mitigé, je suis pas complètement d'accord. En tout cas, TypeScript, c'est vraiment un langage qu'il faut regarder. Si vous faites du web, vous devez connaître TypeScript. Alors Go, si vous avez vu ma vidéo sur les objectifs 2021, je me lance dans le Go. En fait, je connaissais déjà un petit peu. Moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à accrocher sur Go. Je trouve qu'on le survend largement. Et par exemple, pour moi, Go est beaucoup moins bien que C#. Il y en a beaucoup qui vont me dire ah c'est génial, il y a les Go-routines, etc. Les Go-routines, c'est pas si simple que ça. Ça paraît simple au premier abord, mais ça n'a rien de révolutionnaire. La rapidité, ça c'est vrai, que ça soit en temps d'exécution, de compilation, c'est génial. Moi j'adore personnellement le formatage de Go qui se fait automatiquement. La courbe d'apprentissage, c'est pareil, c'est assez simple, c'est une syntaxe qui est proche du C, sans se prendre la tête sur des détritus. Voilà, par contre, il manque les génériques. Alors évidemment, c'est plus facile à apprendre sans générique, mais moi, un type system qui n'a pas de générique, je vais avoir du mal à travailler avec, et je trouve que c'est revenir des années en arrière de ne pas avoir de générique. Mais c'est une proposition qui est en cours d'intégration dans le langage. Il reste les nuls. Voilà, donc vous aurez tous les problèmes possibles sur les références nulles. Et il n'y a pas d'immutabilité, c'est plutôt un langage bas niveau, donc qui se rapproche un petit peu du C++. Concernant les erreurs, par contre, il y a beaucoup de méthodes qui vont vous retourner un genre de tuple qui vous dira « Ok, j'ai réussi à exécuter la fonction et voilà la valeur ». Mais ça aussi, c'est très discutable parce que vous n'êtes pas obligé de récupérer un tube, vous pouvez récupérer uniquement la première partie et dans ce cas-là, vous ne gérez pas très bien l'erreur. Il lui donne un Best Language Award. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît dans la vidéo. Le JavaScript est devant le Go et devant beaucoup d'autres langages. C'est assez étonnant. L'écosystème est super riche, évidemment. Il y a des milliers et des milliers d'outils, de projets autour du JavaScript, que ce soit pour le front, mais aussi pour le Node. Et c'est vrai que le Node a fait exploser JavaScript. Si vous faites du JavaScript, vous pouvez faire quasiment tout aujourd'hui. Donc, c'est un des langages, pour moi, c'est le langage à connaître, c'est le JavaScript. C'est incontournable.
La courbe d'apprentissage, elle est plutôt faible, en tout cas au début. C'est plus quand vous allez aller sur des grosses applications ou des choses un peu complexes que ça va vite devenir pénible, notamment à cause du mot-clé vice et du contexte qu'il y a autour. Maîtriser cette chose-là, c'est pénible, et aussi des défauts de conception qui sont là depuis le début du JavaScript. Heureusement qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser trop souvent, mais si vous faites une comparaison d'un tableau à un objet vide, c'est pas égal à l'inverse, c'est-à-dire l'objet vide par rapport au tableau. Et ça, c'est assez frustrant sur le long terme. Les dernières versions de JavaScript sont très riches, donc c'est assez facile de faire beaucoup de choses, et ça se marie très très bien avec React. Moi je trouve qu'on peut très facilement faire du React avec du pur JavaScript. Il faudra cependant un bon IDE et qui va vous aider sur l'inférence de type. Des fois ça va pas suffire, et là il faudra faire du TypeScript. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le JavaScript, c'est pas le meilleur langage, mais ça reste un incontournable. L'auteur coupe un peu l'article et parle de la programmation fonctionnelle en disant voilà, la programmation fonctionnelle, c'est la liberté, c'est peace of mind. Alors c'est vrai, la programmation fonctionnelle, ça apporte pas mal de bonnes choses, mais c'est aussi souvent des contraintes qu'on oublie de mentionner. Dans les bonnes choses, vous avez les fonctions pures, l'immutabilité, les types algébriques, le pattern matching, plus de nullable, la bonne gestion des erreurs, etc. Et du coup, on arrive sur Haskell, qui est le langage de programmation fonctionnelle que tout le monde connaît, qui est la référence en termes de langage de programmation fonctionnelle, qui a un typage très très fort. Par contre, sa courbe d'apprentissage, elle est assez violente. C'est une syntaxe qui est quand même assez particulière, il faut s'y habituer, et surtout vous avez une communauté qui est un petit peu refermée sur elle-même et qui n'arrive à se parler qu'à elle-même, c'est-à-dire que c'est très difficile pour un débutant de poser ses questions et de comprendre les réponses surtout qu'on va lui donner. Voilà, c'est une tour d'ivoire un petit peu fermée. Par contre, vous avez un langage qui est très pur et qui va essayer de limiter au maximum les interactions avec le monde extérieur et donc les erreurs potentielles. Le problème, c'est qu'on a besoin de travailler avec le monde extérieur. Donc rester sur des fonctions pures, ça fonctionne, mais dans certaines limites, et on va arriver souvent aux limites dans les applications réelles. Personnellement, moi, Haskell, j'accroche pas des masses, et je vais préférer F#, qu'on verra un petit peu après. OCaml, c'est aussi un langage fonctionnel qui est très très vieux, qui a amené sa syntaxe notamment. Pareil, très bon type system, etc. La courbe d'apprentissage, elle n'est pas forcément très bonne car le langage est plus ou moins abandonné, on n'en retrouve plus beaucoup, c'est plus legacy, donc l'écosystème s'est un peu éteint. Et ça sera plus facile de partir sur du F# qui ressemble beaucoup à du OCaml que du OCaml où il y aura peut-être un peu moins de ressources, un petit peu moins de librairies et d'outillage. Le Scala, c'est la version fonctionnelle d'un langage au-dessus de la machine virtuelle Java. Ça apporte tout un tas de bonnes choses. Malheureusement, on garde la rapidité un peu de la machine virtuelle au début. L'avantage, c'est que vous pourrez utiliser toutes les librairies Java que vous voulez. La contrepartie, évidemment, c'est que qui dit vous pouvez gérer du Java, ça veut dire que vous gérez de l'objet et potentiellement vous gérez des nullables, etc. Mais c'est faisable assez simplement. Par contre, la syntaxe, elle n'est pas très concise, elle est assez lourde. On sent un peu un côté javaïste derrière tout ça. Et c'est un peu frustrant finalement, c'est un peu plus compliqué qu'un langage tel que OCaml ou que même Haskell, je trouve, ou d'autres langages qu'on va voir dans la suite qui sont un peu plus faciles à apprendre. Helm, franchement, je sais pas trop comment il est arrivé là.
Évidemment, c'est un langage fonctionnel. Moi, je l'aurais même pas mis dans le comparatif, tout simplement parce que Helm, il permet de faire uniquement du web. Donc finalement, on peut comparer un peu à TypeScript, mais il est très orienté pour faire une seule chose et une seule. Il le fait plutôt bien. On dit qu'il a des messages d'erreur qui sont très bons. Pour avoir fait un petit peu de Helm, oui, les messages d'erreur sont bons, mais ils sont pas non plus. C'est pas ça qui va me faire choisir le langage. Euh, il est un peu trop orienté par son fondateur et la communauté est pas si grande que ça et l'outillage finalement ne grossit pas aussi vite qu'on l'aurait pu l'espérer et je pense même que le langage finira par s'éteindre de lui-même. Du coup, moi je préfère, si vous connaissez pas de langage web, partez plutôt sur du TypeScript qui aura une vie un peu plus longue ou tout simplement JavaScript qui est la base de tout. On arrive enfin à mon petit chouchou qui est le F Sharp, qui est très très bien noté lui. Alors le F Sharp qui a un très bon type system, même si il doit faire aussi le compromis de faire de l'objet. Donc c'est un langage qui est fonctionnel first, mais qui est ouvert à l'objet puisque compatible avec C Sharp. Possiblement vous aurez des nullables, encore une fois, puisque compatible avec F Sharp, mais c'est pas la façon de faire de base de F Sharp. On va plutôt encapsuler les problèmes dans un type erreur qui est dédié, comme on a à peu près dans tous les langages fonctionnels. On a des types choice, on a des types options, on a l'opérateur pipeline des langages fonctionnels qui va permettre de passer d'une fonction à une autre. La courbe d'apprentissage, il dit que c'est plutôt bon. Si vous venez d'un langage objet, passer au fonctionnel de toute façon, c'est très coûteux. C'est un autre paradigme. En fait, c'est plus simple, mais on a pris tellement d'habitudes d'objets en général qu'il faut revenir en arrière sur tout ce qu'on a appris et ça peut être assez compliqué. Au niveau de la concurrence, vous avez pareil qu'en C# la TPL, mais vous avez aussi une machine interne de messaging et vous avez plein de librairies qui permettent de faire des applications distribuées, acteurs modèles par exemple. On passe maintenant sur ReasonML. ReasonML, c'est un langage qui a été créé par Facebook, notamment pour faire du React, mais pas que. L'auteur dit que TypeScript aurait dû être ce qu'est ReasonML. Je suis pas d'accord. TypeScript, c'était vraiment le fait de faire un superset de JavaScript et donc d'avoir un JavaScript qui est valide directement en TypeScript. Donc pas besoin de réécrire tout. Ici, si vous partez sur du ReasonML, qui est un langage propre dédié, vous allez devoir tout réécrire. Évidemment, du coup, on a de nombreuses nouvelles fonctionnalités et toutes ces bonnes fonctionnalités qu'on a en fonctionnel, vous allez les avoir. Et notamment, j'aime beaucoup les choice types, donc les unions, qui sont très faciles à lire et utiliser en ReasonML. Elixir, c'est le dernier langage de la liste. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup. Je sais juste que ça s'appuie sur la machine d'Erlang. Ça a l'air d'être un très bon langage qui est fait notamment pour faire des process distribués sur plusieurs machines si possible. Je vais sûrement essayer de le regarder, de le rajouter à ma liste des langages à étudier en 2021. Si vous avez une opinion sur Elixir, merci de me laisser ça en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et en tout cas, ça a l'air vraiment d'être un bon langage puisqu'il a quand même reçu 2 awards de l'auteur. Il a plein de points positifs, donc je vais vraiment essayer de m'y intéresser un peu plus. Voilà. Donc le classement final, c'est ça. Moi, je suis pas trop fan des classements de langage en général. C'est à prendre avec des pincettes. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, j'ai ma petite préférence pour .NET parce que je suis sur la plateforme depuis très longtemps. Donc je pense que C# est un peu sous-classé. ReasonML, je pense qu'il est un peu surclassé dans le sens où on ne fait que du web. En tout cas, principalement ReasonML et Helm. Je pense que ils n'ont pas forcément leur place. Moi, j'ai d'autres critères. Est-ce que je peux faire tout type de projet et tout type d'application avec le langage, avec la plateforme? En .NET, c'est possible et plein d'autres langages dans le liste, c'est possible, alors que Helm et ReasonML, c'est
plutôt orientés web. Donc je les aurais classés peut-être un petit peu avant dans le classement. Cela étant, à vous de faire vos jugements, de regarder un maximum de langages, de vous faire votre opinion. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et on se retrouve pour d'autres vidéos sur des langages de développement et sur les outils autour des langages de développement. A plus.